Le faible gémissement de mon fils me tira d'un sommeil agité. Je me réveillai en sursaut. La main que je posais sur son front brûlait comme un charbon ardent. Je sentis mon cœur se serrer dans un étau. Léo, mon fils de 5 ans, avait de nouveau de la fièvre. Je regardai le réveil sur la table de chevet. Il était un peu plus de 23 heures. Dehors, Paris vibrait encore, mais à l'intérieur de cette somptueuse villa de Neuilly-sur-Seine, les seuls bruits étaient la respiration haletante de mon fils et les battements frénétiques de mon cœur. Je pris rapidement un linge tiède pour le rafraîchir, puis je mesurai à nouveau sa température. 39,5 degrés. Le chiffre rouge sur le thermomètre numérique était un coup de poignard dans mes yeux. En tremblant, je fouillai dans l'armoire à pharmacie. J'avais utilisé la dernière dose de Doliprane pour enfants cet après-midi-là. Nous devions aller à l'hôpital. Je pris son petit corps inerte et brûlant dans mes bras et me précipitai hors de la chambre, descendant dans le salon. Mon mari, Alexandre, était encore là, les jambes croisées sur le canapé, en train de faire défiler son téléphone et de siffloter un air joyeux. Il portait un costume de marque flambant neuf, les cheveux peignés en arrière avec du gel, un sac de voyage prêt à côté de lui. Alexandre, l'appelai-je, la voix brisée par la panique. La fièvre de Léo est dangereusement élevée. Nous devons l'emmener aux urgences tout de suite. Alexandre leva les yeux, me lançant un regard agacé. Il fronça les sourcils, cette expression contrariée qu'il prenait chaque fois que j'interrompais son temps libre. Tu n'arrives pas à gérer un enfant toute seule? Sa voix était froide, totalement dénuée d'inquiétude. Il a de la fièvre, donne-lui un médicament. Pourquoi paniques-tu? Nous n'avons plus de médicaments et sa fièvre est très haute. J'ai peur qu'il fasse des convulsions. Nous devons y aller, je t'en prie, Alexandre, le suppliai-je, les larmes aux yeux. Alexandre se leva, irrité, mais au lieu de venir vers moi, il attrapa sa valise. Appelle un taxi, j'ai une affaire urgente à régler. Qu'est-ce qui pourrait bien être plus urgent que notre fils? Criai-je presque. Ne devions-nous pas aller à Saint-Tropez demain? Tu avais promis que tu nous emmènerais, Léo et moi. À la mention du voyage, l'expression d'Alexandre devint encore plus cruelle. Il eut un rictus, un sourire qui me dégoûta. Saint-Tropez, tu penses avoir le droit de venir? Regarde-toi. Tu passes tes journées à sentir le régurgité et la nourriture à emporter, et tes vêtements sont un désastre. Tu ne fais que me mettre dans l'embarras. Ce voyage, c'est pour moi et Geneviève. Compris? Geneviève. Ce nom me frappa comme un coup de masse. Elle, sa jeune et belle maîtresse qu'il fréquentait depuis des mois. Je savais tout, mais j'avais gardé le silence, espérant qu'il reviendrait à la raison pour le bien de notre fils. Mais cette nuit-là, il l'avait admise ouvertement, piétinant sans vergogne 6 ans de mariage. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Comment as-tu pu? Balbutiai-je, la poitrine si serrée que je pouvais à peine respirer. Tu gâches l'ambiance, lança Alexandre en sortant son téléphone. Allô, Geneviève? J'arrive. Oui, juste un petit problème. Ma femme aveugle fait une scène. Il parlait au téléphone d'un ton doux et amoureux, m'ignorant complètement alors que je restais là, pétrifié, avec notre fils fiévreux dans les bras. Ayant raccroché, il me fixa avec des yeux glacials. Reste à la maison, n'ose aller nulle part et faire des scènes. Si je découvre que tu m'as gâché ce voyage, ne t'en prends qu'à toi-même si je suis cruel. Sur ce, il traîna sa valise vers la porte d'entrée. Comme une folle, je courus avec notre fils dans les bras, bloquant la portière de sa voiture. Tu ne peux pas partir, notre fils est très malade. Tu es son père. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. Je frappai sur la vitre de la voiture, en sanglotant désespérément. Alexandre baissa la vitre, le visage contracté par une méchanceté que je n'avais jamais vue auparavant. Tu veux mourir? Dégage. Comme je ne bougeais pas, il ouvrit brusquement la portière, m'attrapa par les cheveux et me traîna de nouveau dans la maison. Ah! Criai-je de douleur. Léo, effrayé, se mit à pleurer désespérément dans mes bras. Sans une once de pitié, il me traîna à travers le salon vers la vieille et sombre cave à l'arrière de la maison. C'était une pièce humide et moisie, utilisée uniquement pour des meubles cassés et des vieilleries. L'air était épais d'une odeur de moisi et de souris. Il nous poussa, mon fils et moi, à l'intérieur. Restez ici pour réfléchir à votre comportement. Quand tu auras appris quelle est ta place, je reviendrai. Il claqua la lourde porte en bois, les sons secs et froids du verrou qui coulissait et de la serrure qui tournait résonnant dans l'obscurité. Chaque son était un couteau qui coupait mon dernier fil d'espoir. « Alexandre, ouvre la porte! Ne nous enferme pas ici! La fièvre de notre fils s'aggrave, Alexandre. » Je frappai frénétiquement à la porte, hurlant jusqu'à ne plus avoir de voix,
Mais la seule réponse fut le bruit du moteur de sa voiture qui s'éloignait dans la nuit. Impuissante, je m'effondrais sur le sol froid en ciment, serrant fort mon fils. Léo pleurait de manière inconsolable. Son corps devenait de plus en plus chaud. Dans l'obscurité totale, tout ce que je pouvais entendre, c'était la respiration haletante de mon fils et le son de mon cœur qui se brisait en 1 million de morceaux. Mon mari, le père de mon fils, venait d'enfermer sans pitié sa femme et son fils dans une cave pour pouvoir profiter de vacances avec sa maîtresse. Existe-t-il un enfer plus douloureux que celui-ci? Quel sera le parcours de cette femme pour réclamer justice et son amour maternel? Les méchants paieront-ils leur dû? Aimez et abonnez-vous à Échos du passé et activez les notifications pour ne pas manquer les développements dramatiques du prochain chapitre. L'obscurité dense et froide de la cave nous enveloppa. L'odeur de moisis, de souris et de vieilles choses m'assaillit les narines, me faisant sentir la poitrine encore plus serrée. Assise sur le sol en ciment glacial, je tenais Léo près de moi, essayant de le réchauffer avec la chaleur de mon corps. Il avait cessé de pleurer hystériquement et s'était endormi dans mes bras, mais son corps brûlait encore. Sa respiration était courte et rapide. Je posai ma joue sur son front. La chaleur qu'il dégageait était comme un feu. Que pouvais-je faire? Enfermés ici sans médicaments, sans eau, mon fils ne tiendrait pas longtemps. L'impuissance et le désespoir se resserrèrent autour de mon cœur comme un étau invisible, une douleur si intense qu'elle en était paralysante. Je scrutais l'obscurité, cherchant une lueur d'espoir. L'unique fenêtre de la cave était en hauteur, barrée de planches de bois. Un faible rayon de lune filtrait à travers les fentes, projetant de fines bandes de lumière sur le sol, pas assez pour voir clairement. Je ne pouvais que deviner le désordre de cartons et de meubles cassés empilés autour de nous. C'était une prison dans laquelle mon mari nous avait jetés. J'enlevai mon léger cardigan, le mouillai de mes propres larmes et essuyai délicatement le front et le cou de mon fils, espérant que cela pourrait le rafraîchir ne serait-ce qu'un peu. Il bougea, ses lèvres sèches murmurant dans son sommeil délirant. « Papa. Alexandre. Léo te manque. » Ces mots innocents furent comme 1000 aiguilles me transperçant le cœur. De nouvelles larmes coulèrent sur mon visage. Pas pour moi, mais pour lui. Il était trop petit pour comprendre la cruauté du père qu'il adorait. Il voyait encore son père comme un héros, le plus grand père du monde. Il ne savait pas que son héros s'amusait avec une autre femme, tandis que son fils luttait contre une forte fièvre dans une cave sombre et sale. Les souvenirs du passé revinrent, vifs comme si c'était hier. Je me souvins du premier jour où j'avais rencontré Alexandre. Il était un jeune architecte talentueux et je n'étais qu'une étudiante universitaire naïve et innocente. Il était entré dans ma vie comme un prince avec un sourire chaleureux et des yeux doux. Il disait qu'il aimait ma simplicité et ma gentillesse. Il disait qu'il se moquait que je sois une orpheline d'origine modeste. Il promit de me protéger et de m'aimer pour le reste de sa vie. Je l'ai cru. J'ai cru à toutes ces douces promesses. J'ai défié la désapprobation de sa mère, Éléonore, une femme qui appréciait le statut social par-dessus tout, pour devenir sa femme. Je pensais qu'avec son amour, je pourrais tout surmonter. Et pendant les premières années de notre mariage, nous fûmes incroyablement heureux. C'était un mari attentionné. Il aidait aux tâches ménagères après le travail et me massait les épaules. Le week-end, il m'emmenait me promener et nous mangions dans les stands de crêpes que j'aimais. Quand je suis tombée enceinte de Léo, il était fou de joie, jusqu'aux larmes. Il a pris soin de tous mes besoins, m'interdisant de faire le moindre travail pénible. Il posait son oreille sur mon ventre et chuchotait à notre fils. À cette époque, je pensais être la femme la plus heureuse du monde. Mais quand tout a-t-il commencé à changer? Était-ce après que l'entreprise familiale a traversé une période difficile et qu'il a dû supplier sa mère de l'aide? Ou était-ce quand Geneviève est apparue avec son charme juvénile et ses paroles flatteuses qui lui ont ouvert les yeux? Il a commencé à rentrer plus tard à la maison. Les dîners de famille sont devenus rares. Il ne se souciait plus de mes sentiments, les remplaçant par des mots tranchants et des regards froids. Il a commencé à écouter sa mère sans discuter, tenant pour acquis tous mes sacrifices. Il s'est transformé en quelqu'un d'autre, un étranger, égoïste et cruel. J'ai essayé de tenir bon, j'ai essayé de pardonner, me disant que c'était juste le stress du travail, qu'il redeviendrait bientôt le mari que je connaissais. Mais je me trompais. Une fois que le cœur d'une personne a changé, essayer de résister est inutile. Maman, j'ai froid. Le gémissement de Léo me ramena à la brutale réalité. Je le serrai plus fort, utilisant tout mon corps pour le protéger du ciment froid. Sa respiration s'affaiblissait. « Léo, s'il te plaît, ne fais pas peur à maman. Tiens bon, mon fils. Quelqu'un viendra nous sauver, chuchotai-je, même si je ne savais pas en qui croire. Qui nous sauverait?
Éléonore, ma belle-mère, qui ne m'avait jamais acceptée comme sa fille. Elle était probablement en train de célébrer de s'être débarrassée de l'épine dans son pied. Mon beau-père, Georges, était un homme calme et réservé. Durant toutes ces années, il ne s'était jamais immiscé dans notre mariage. Il ne m'avait jamais défendu contre l'amertume de sa femme. Je ne pouvais pas compter sur lui. J'étais vraiment dans une impasse. Je fixais, impuissante, la porte en bois silencieuse. Le désespoir m'envahit. Allions-nous mourir ici, mon fils et moi? Mourir dans le froid, seul, méprisé par la personne que j'aimais le plus. Cette pensée me fit frissonner. Non, je ne pouvais pas mourir. Je devais vivre pour élever mon fils, pour faire payer ceux qui nous avaient causé cette douleur. Mais que pouvais-je faire? Complètement épuisée, je ne pouvais que tenir mon fils et pleurer. Des larmes chaudes coulaient sur mes joues et sur son visage fiévreux. Juste au moment où je sentis la dernière lueur d'espoir s'éteindre, j'entendis un bruit étrange de l'extérieur. Un grincement, un raclement. C'était faible, comme du métal frottant contre du métal, lent et sec. Mon cœur sursauta. Qu'était-ce? Était-ce le vent qui soufflait une branche contre le toit ou une souris qui rongeait quelque chose? Je retins ma respiration, m'efforçant d'entendre. Un autre son, cette fois plus clair, clic, comme si quelqu'un essayait de forcer la serrure. Était-ce Alexandre? Était-il revenu? Ou était-ce un voleur? Qui que ce soit, serait-ce notre issue de secours ou une autre porte vers un enfer encore pire? Le clic sec de la serrure qui tournait résonna dans le silence mortel de la cave, et tout mon corps se radit. Toutes les pensées cessèrent, remplacées par une peur primale qui me serrait la poitrine. Qui était là dehors à cette heure de la nuit? Mon premier instinct fut de me retirer plus profondément dans l'obscurité, serrant Léo comme une mère animale protégeant sa progéniture faible. Je lui couvris la bouche, terrifié que même le plus faible gémissement puisse être entendu. Mon cœur martelait contre mes côtes si fort que je pensais qu'il pourrait exploser dans ma gorge. Dehors, le raclement et les clics devinrent plus forts, plus frénétiques. Quelqu'un essayait définitivement d'entrer. Alexandre avait-il changé d'avis et était-il revenu? Non, cela ne sonnait pas comme une clé. C'était plus brutal, comme si quelqu'un utilisait un objet dur pour forcer le verrou. Un voleur. Cette pensée me fit parcourir un frisson dans le dos. Si un voleur entrait et nous trouvait, nous tuerait-il pour nous faire taire? Ou était-ce quelqu'un envoyé par Alexandre? Avait-il peur que je cause des problèmes et avait-il envoyé quelqu'un pour me donner une leçon? 1000 scénarios terrifiants tourbillonnaient dans mon esprit. Je me sentais au bord de la folie. Crash! Un bruit sourd et puissant éclata lorsque l'épaisse porte en bois fut défoncée par une force extérieure puissante. La faible lumière jaune du couloir se déversa à l'intérieur, projetant une ombre haute et imposante sur le seuil. Je retins ma respiration, les yeux écarquillés, fixant la silhouette. Ma main saisit instinctivement un morceau de bois pourri à côté de moi, prête pour un combat sans espoir. La silhouette entra, la démarche un peu incertaine, urgente. Alors que la personne se déplaçait dans une zone de faible lumière lunaire, je fus stupéfaite de réaliser que c'était mon beau-père, Georges. Je pouvais à peine en croire mes yeux. Il était en pyjama de soie, ses cheveux grisonnants en désordre. Son visage, habituellement calme et sévère, était marqué par une panique et une inquiétude pure. Il tenait un pied de biche en acier, l'outil qu'il venait d'utiliser pour abattre la porte, encore à la main. « Sophie! Sophie, ça va » appela-t-il mon nom, la voix tremblante et rauque, dépouillée de son autorité habituelle. Quand il nous vit blottis dans le coin sombre, il jeta rapidement le pied de biche à terre et trébucha vers nous. Mon Dieu! Ce monstre a osé faire ça à sa femme et à son fils. Il s'agenouilla à côté de moi, sa main rugueuse et tremblante touchant la joue de Léo. La chaleur du corps de mon petit-fils le fit sursauter. Il brûle. Nous devons aller à l'hôpital tout de suite. Ce n'est qu'alors que je repris mes esprits. La peur fut remplacée par une surprise stupéfaite et une lueur d'espoir. « Papa! Papa !» éclatai-je en sanglots, des larmes de soulagement, de terreur et d'une gratitude tardive. « Comment? Comment savais-tu que nous étions ici ?» Il ne répondit pas tout de suite, il enleva rapidement sa robe de chambre, l'enveloppa autour de Léo et souleva l'enfant dans ses bras. « Assez de questions, allons-y. Nous devons d'abord sauver mon petit-fils, » ordonna-t-il, sa voix retrouvant sa fermeté habituelle. Je me levai avec peine, les membres engourdis d'être restés assises si longtemps, et chancelai derrière lui hors de la cave. Dans le salon, les lumières étaient encore allumées. La valise d'Alexandre avait disparu. Sur la table basse, 2 verres de vin à moitié vides, une tache de rouge à lèvres rouge vif sur l'un d'eux, comme une cruelle moquerie.
Georges ne les regarda même pas. Il se précipita directement au garage, mit Léo sur le siège arrière et m'exhorta à monter. Vite, Sophie. La berline de luxe, qu'il n'utilisait normalement que pour les événements importants, filait maintenant dans la nuit comme un animal blessé. Assise sur le siège passager, je regardais en arrière Léo, étendu inconscient sur le siège arrière, le cœur me faisant mal. Papa. Alexandre. Hésitai-je. Il est parti, m'interrompit Georges, sa voix froide comme l'acier. Ses mains serraient le volant si fort que ses jointures devinrent blanches. Il est parti avec Seth. J'ai tout vu. Il s'avéra que cette nuit-là, il n'arrivait pas à dormir, il était sorti sur le balcon prendre l'air et avait vu par hasard la voiture d'Alexandre partir. Mais à l'intérieur, ce n'était pas moi et Léo, c'était Geneviève. Un mauvais pressentiment l'envahit et il descendit nous chercher. Il trouva notre chambre vide et ne put joindre Alexandre au téléphone. Il chercha dans toute la maison jusqu'à ce que, passant devant la cave, il entende mes faibles sanglots étouffés. Je suis un bon à rien. J'ai été trop indulgent avec lui pendant trop longtemps, gronda-t-il, la voix pleine de regret. Je pensais que c'était juste une phase, qu'il reviendrait à la raison. Je n'aurais jamais imaginé qu'il pourrait perdre son humanité à ce point. Je restai silencieuse, les larmes coulant de nouveau sur mon visage. Donc, il savait. Il savait qu'Alexandre me trompait. Il savait ce que j'endurais. Mais il avait choisi de rester. Ce silence était-il peu? Être un autre couteau invisible qui avait contribué à me pousser dans l'enfer de cette nuit-là? La voiture filait sur la route déserte. Les lampadaires illuminaient son visage vieilli, éclairant les profondes rides de douleur et de remords. L'hôpital n'était qu'à quelques pâtés de maison. Je me tournai pour regarder mon fils. Il était toujours inconscient, sa respiration de plus en plus faible. « Tiens bon, mon amour. » On y est presque, chuchotai-je. Juste à ce moment-là, le téléphone de Georges sonna. C'était un numéro inconnu. Il fronça les sourcils et mit le haut-parleur. « Allô ?» Une voix masculine inconnue et paniquée répondit. « Excusez-moi, est-ce bien le contact d'urgence pour le propriétaire du véhicule immatriculé ?» Mon cœur fit un bond. C'était la plaque d'immatriculation d'Alexandre. « Oui, je suis son père. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» gronda Georges. « Monsieur, votre fils a eu un accident sur l'autoroute A8. C'est très grave. » Mes oreilles se mirent à siffler et tout devint noir. Alexandre dans un accident. Juste maintenant, juste après nous avoir abandonnés sans cœur pour sa maîtresse. Un méchant sentiment de satisfaction traversa mon esprit, mais fut immédiatement remplacé par une confusion écrasante. Autant je le haïssais, autant je ne lui avais jamais souhaité la mort. Il était toujours le père de mon fils. Le téléphone glissa de la main de Georges et tomba sur le sol. La voiture dérapa dangereusement. « Papa !» criai-je en attrapant le volant. Georges était abasourdi. Ses yeux vides fixaient devant lui. Il murmura. « Punition. C'est la punition divine. » La voiture s'arrêta dans un crissement de pneus devant l'entrée des urgences de l'hôpital. Mais maintenant, mon esprit n'était pas seulement consumé par l'inquiétude pour mon fils, mais aussi par un enchevêtrement de chaos. Mon mari cruel gisait mourant. Et mon beau-père, qui venait de me sauver d'un enfer, semblait sombrer dans un autre qui lui était propre. La nuit était loin d'être terminée. Les portes du service des urgences se refermèrent, me coupant du monde de mon fils. Je restai immobile dans le couloir froid de l'hôpital. Mon esprit était complètement vide. L'odeur âcre d'antiseptique, le grincement des roues des brancards, les appels urgents des infirmières, tout se fondait en un bourdonnement chaotique et distant. Je ne sentais rien. Dans mes oreilles, il n'y avait que le son de la respiration faible et haletante de Léo et le cri silencieux dans ma poitrine. Mon fils, ma vie, était là, dedans, luttant pour sa vie, et je ne pouvais que rester là, impuissante. Une main fine se posa sur mon épaule. Je me tournai, c'était mon beau-père. Le visage de Georges était maintenant cendré, ses yeux injectés de sang et vides. « Sophie » commença-t-il, la voix rauque. « Alexandre est aux urgences au bout du couloir. » Je suivis son regard. Non loin de là, un autre ensemble de portes des urgences était illuminé. Je savais qu'Alexandre était là, dedans, le mari qui nous avait impitoyablement poussés, mon fils et moi, au bord de la mort. Une étrange sensation m'envahit. Pas d'inquiétude, pas de satisfaction, mais un vide terrifiant. Chaque émotion que j'avais pour cet homme semblait être morte dans la cave. Maintenant, mon esprit n'avait de place que pour une seule préoccupation. « Léo, tu devrais aller voir comment il va, » dit Georges, la voix lourde de fatigue. Je secouai la tête, les yeux fixés sur les portes de la chambre de mon fils. « Je reste ici pour Léo.
Ma réponse fut brève mais ferme. Georges me fixa, peu, être surpris par ma froideur, mais ensuite, dans ses yeux fatigués, la surprise fut remplacée par un regard de douleur et de compréhension. Il ne dit rien de plus. Il resta simplement silencieux à côté de moi, tous deux fixant la même porte, deux personnes attendant deux vies, mais nos cœurs dans deux mondes complètement différents. Le temps passait lentement, chaque seconde une forme de torture. Je faisais les 100 pas, les mains jointes en prière. Je priais Dieu, n'importe quel être divin qui pouvait entendre ma supplique. S'il vous plaît, sauvez mon fils. Il est si petit, si innocent. Faites que je supporte tout le péché, toute la punition. Georges s'affaissa sur une chaise de la salle d'attente, la tête entre les mains. Son dos, autrefois droit, semblait s'être courbé. Je savais que sa douleur était 100 fois plus grande que la mienne. D'un côté, son petit-fils était dans un état critique. De l'autre, son fils unique luttait pour sa vie. Les deux douleurs le déchiraient. Finalement, après ce qui sembla une éternité, les portes de la chambre de Léo s'ouvrirent. Un jeune médecin sortit en enlevant son masque. Georges et moi nous précipitâmes. Docteur, mon fils, mon petit-fils. Comment va-t-il? Le médecin nous adressa un petit sourire rassurant. Vous avez eu de la chance de l'amener à temps. L'enfant a eu une crise convulsive fébrile causée par une infection virale. Nous avons réussi à faire baisser sa fièvre et à le stabiliser. Il est hors de danger immédiat, mais il devra être surveillé pendant quelques jours. En entendant cela, mes jambes flageolèrent et je m'effondrai sur le sol, des larmes de joie coulant sur mon visage. Mon fils était sauvé. Dieu merci. Georges poussa un long soupir de soulagement et m'aida à me relever. C'est merveilleux. Merci, docteur. Merci beaucoup. Léo fut transféré au service de pédiatrie. Le voir dormir paisiblement dans son lit, le visage encore pâle mais la respiration régulière, me procura enfin un véritable sentiment de paix. Je m'assis à côté de son lit, tenant sa petite main sur ma joue. Tant qu'il était là, aucune autre tempête n'avait d'importance. Georges resta sur le seuil pendant un long moment, nous regardant, puis il se tourna et partit en silence. Peu de temps après, il revint, tenant une clé et un petit morceau de papier. Il me l'étendit. « Sophie, prends ça. » Je le regardais, confuse. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» ?»« C'est la clé du coffre-fort dans mon bureau. La combinaison est l'anniversaire de Léo, dit-il. La voix basse et étrangement résolue. À l'intérieur se trouve le sceau de l'entreprise, les actes de propriété de tous nos biens immobiliers et plusieurs portefeuilles d'actions. À partir de maintenant, c'est toi qui les garderas. J'étais si abasourdi que je faillis laisser tomber la clé. Papa, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi me donnerais-tu ça? Georges me regarda droit dans les yeux, son expression n'étant plus vide, mais remplie d'une détermination d'acier. J'ai été faible trop longtemps. Je suis resté silencieux et je t'ai laissé, toi et ton fils, souffrir. Le prix que nous avons payé aujourd'hui est trop élevé. Qu'Alexandre vive ou meure, il n'a plus le droit de gérer cette famille. Quant à ta belle-mère, elle a été aveuglée par l'argent et l'indulgence. Il serra ma main qui tenait la clé. Sophie, je sais que tu es une personne bonne, forte et sensible. Je ne peux faire confiance à personne d'autre qu'à toi. À partir de maintenant, tu prendras toutes les décisions pour cette famille. Utilise-les pour te protéger et pour élever Léo comme il se doit. Ne laisse plus jamais personne te maltraiter, pas même ta belle-mère. Ces paroles, sa confiance, me firent monter les larmes aux yeux. Mon beau-père, l'homme que j'avais toujours considéré comme sévère et distant, était celui qui avait tout vu et qui me tendait maintenant une épée et un bouclier pour me défendre. Je tenais la clé, sentant son poids, non seulement le poids du métal, mais le poids de la responsabilité d'un nouvel avenir qui s'ouvrait devant moi. Chers auditeurs, en assistant au sacrifice et à la douleur suprême d'une mère et d'une épouse, beaucoup d'entre nous ressentent sûrement un nœud à la gorge. Si vous croyez que Sophie, notre protagoniste, mérite une chance de se relever et de se battre pour elle-même et pour son fils, n'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo. Chaque j'aime est un mot d'encouragement, une source de force invisible pour lui donner du courage dans son voyage difficile mais prometteur vers une nouvelle aube. Juste à ce moment-là, une infirmière des urgences d'Alexandre courut vers nous, à bout de souffle. « Monsieur, le médecin doit parler immédiatement à la famille de Monsieur Fournier. » Georges sursauta et se leva. Instinctivement, je me préparai à le suivre, mais l'infirmière ajouta quelque chose qui nous glaça tous les deux. Et la femme du patient vient d'arriver. Elle fait une scène là-bas, exigeant de voir son mari. La femme du patient? J'étais juste ici. Elle ne pouvait parler que de Geneviève.
Avait-elle l'audace de se présenter ici en se faisant passer pour la femme d'Alexandre? Les paroles de l'infirmière furent comme un coup de tonnerre, nous laissant, Georges et moi, sans voix. J'étais l'épouse légale d'Alexandre Fournier, la femme qui avait été avec lui pendant 6 ans, la mère de son fils. Alors, qui était la femme qui faisait une scène? Ce devait être Geneviève. Son audace avait dépassé toutes les limites que j'aurais pu imaginer. Non seulement elle m'avait volé mon mari, mais maintenant elle essayait de voler mon identité. Le visage de Georges s'assombrit. Sans un mot, il se tourna et se dirigea d'un pas décidé vers les urgences d'Alexandre. Je me hâtai de le suivre, un feu de colère brûlant en moi. Je voulais voir le visage de la femme qui avait détruit ma famille. Le couloir menant aux urgences d'Alexandre était déjà chaotique. De loin, j'entendis une voix familière, stridente et hurlante. « Savez-vous qui je suis? Je suis la femme d'Alexandre Fournier. Mon mari est là, dedans. Pourquoi ne me laissez-vous pas entrer? Et s'il lui arrivait quelque chose, pouvez-vous en assumer la responsabilité? » Au milieu d'une petite foule d'infirmières et d'agents de sécurité de l'hôpital se tenait Geneviève, habillée de façon festive comme si elle était à une soirée. Elle portait une robe rouge écarlate moulante, un maquillage lourd et des talons aiguilles vertigineux. Elle ne ressemblait pas du tout à une femme inquiète, mais plutôt à une reine inspectant son domaine, furieuse que ses sujets lui désobéissent. « Assez !» tonna la voix de Georges, aiguë et autoritaire, interrompant la tirade de Geneviève. Quand Geneviève vit Georges, son visage montra une lueur de malaise, mais elle fut rapidement remplacée par une assurance effrontée. Elle courut vers lui, se jetant dans ses bras, et commença sa performance larmoyante. « Papa, papa, tu es là! Regarde ces gens, ils ne me laissent pas voir Alexandre. Il est là, dedans, et je ne sais pas s'il est vivant ou mort. Je suis si inquiète, papa, sanglota-t-elle de manière théâtrale, désignant les infirmières et les gardes comme si elle était la victime. Les personnes présentes, ignorant la situation, commencèrent à chuchoter entre elles, nous regardant avec sympathie. Georges retira froidement ses mains et la repoussa. Ses yeux fixés sur elle ne contenaient aucune chaleur, seulement du mépris et du dégoût. « De quel droit m'appelles-tu, papa ?» Sa question stupéfia Geneviève. Le faux sourire sur ses lèvres se figea. « Papa, qu'est-ce que tu dis ? Je suis la femme d'Alexandre. » « Femme ?» Georges eut un rire âpre et glaçant. « Son épouse légale, la mère de mon petit-fils, est juste ici. Tu n'es rien d'autre qu'une briseuse de ménage, une tierce personne qui a détruit une famille. Tu n'as aucun droit d'être ici. » Puis il se tourna vers moi, son regard s'adoucissant, il prit ma main et la leva pour que tout le monde la voie. « Voici ma belle-fille, la seule épouse que la famille Fournier reconnaîtra jamais. » Le revirement soudain de Georges choqua tout le monde. Le visage de Geneviève passa du rouge au blanc. Elle était sans voix, n'ayant jamais pu imaginer que le futur beau-père, qu'elle avait tant essayé de conquérir, la démasquerait si brutalement en public. Juste à ce moment-là, les portes des urgences s'ouvrirent. Un médecin âgé en sortit, le visage fatigué. « Qui sont les membres de la famille du patient Alexandre Fournier? » Georges et moi nous avançâmes. « C'est nous. Comment va notre fils, docteur ?» Le médecin nous regarda, secoua la tête et soupira. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Le patient a subi un grave traumatisme crânien dû à l'impact. Il est maintenant stable et nous lui avons sauvé la vie. » Mais il s'interrompit, comme s'il cherchait les mots les moins douloureux. Les lésions cérébrales sont étendues. Il est très probable qu'il ne se réveillera jamais. Il vivra dans un état végétatif persistant. État végétatif. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Même si l'amour avait disparu, entendre que l'homme avec qui j'avais partagé ma vie passerait le reste de ses jours comme un corps sans âme me remplit tout de même d'un sentiment de douleur. Mais celle qui s'effondra complètement fut Geneviève. « Non, c'est impossible !» cria-t-elle, la voix stridente et folle. « Alexandre ne peut pas être réduit à ça. Il m'avait promis de m'épouser, de me donner une vie de luxe. Vous mentez. Vous mentez tous. » Elle se jeta en avant, essayant de se frayer un chemin dans les urgences, mais fut retenue par les agents de sécurité. L'avidité et le désespoir l'avaient transformée en un animal sauvage dépourvu de raison. « Lâchez-moi! Alexandre! Mon argent! Ma villa! Mes voitures! » criait-elle et se débattait. Ces paroles délirantes révélèrent involontairement tout. La foule comprit maintenant, ils la regardèrent avec mépris. Elle n'était pas là parce qu'elle s'inquiétait pour la vie d'Alexandre. Elle s'inquiétait pour la fortune qu'il lui avait promise. Georges fit un signe à la sécurité. « Emmenez-la. Ne laissez pas sa saleté contaminer cet endroit. » Geneviève fut traînée par 2 gardes robustes, continuant à hurler des malédictions.
Sa silhouette rouge et voyante disparut le long du couloir, laissant derrière elle un lourd silence et une tragédie dont le rideau venait de tomber. Je restais là à regarder, ne ressentant aucune satisfaction, seulement une profonde et mélancolique tristesse. L'avidité humaine est une chose terrifiante. Elle peut transformer une jeune et belle femme en un monstre prêt à piétiner la vie et la moralité. Éléonore, ma belle-mère, arriva à l'hôpital peu de temps après, probablement prévenue par quelqu'un. Au moment où elle nous vit, Georges et moi, devant les urgences, elle se précipita, non pas pour demander des nouvelles de son fils, mais pour pointer un doigt droit sur mon visage et hurler « C'est toi, maudite! Tu as ruiné mon fils. Depuis le jour où tu as mis les pieds dans notre maison, ma famille n'a jamais connu un jour de paix. Maintenant tu lui as fait ça. Tu es satisfaite maintenant ?» Ces paroles venimeuses résonnèrent dans le couloir. Georges ne put plus le supporter. Il rugit « Tais-toi! As-tu la moindre idée de ce que ton précieux fils vient de faire? Il a enfermé sa femme et son fils fiévreux dans la cave pour aller s'amuser avec sa maîtresse. Son accident n'est que de sa faute. C'est le karma. » Éléonore fut stupéfaite par la colère de son mari, mais elle répliqua rapidement. « Tu la défends? Tu défends toujours cette traînée. Quel genre de sorte a-t-elle jeté ?» Georges tremblait de fureur, levant la main pour frapper sa femme. J'intervins rapidement. « Papa, s'il te plaît, arrête. C'est un hôpital. » Je savais qu'une nouvelle guerre venait de commencer au sein de ma famille. Une guerre entre la justice et l'humanité d'un côté, et l'égoïsme aveugle et cruel de l'autre. Et moi, autrefois victime, j'avais été poussée au centre de celle-ci. Dans les jours qui suivirent, l'hôpital devint ma deuxième maison. Ma vie se divisa en deux. La moitié passée dans le service de pédiatrie avec Léo, l'autre moitié à courir au service de soins intensifs pour voir Alexandre. La fièvre de Léo avait complètement disparu, et il était redevenu le garçon souriant et bavard de toujours. Mais le traumatisme de cette nuit semblait encore le hanter. Parfois, il se réveillait en sursaut dans son sommeil, appelant son père, effrayé. Chaque fois, mon cœur se brisait. Je ne pouvais que le serrer contre moi et lui murmurer des mots de réconfort, sachant que la cicatrice sur sa jeune âme mettrait longtemps à guérir. Quant à Alexandre, il gisait là, immobile et sans réaction. Les machines modernes autour de lui émettaient un bip à un rythme constant et froid, seule preuve qu'il était encore de ce monde. Les médecins disaient que son état ne montrait aucune amélioration. Il était vraiment dans un état végétatif, une ombre de ce qu'il avait été. J'allais le voir, non par amour ou par devoir. L'amour était mort, et le devoir s'était évanoui après ce qu'il avait fait. J'y allais peu, être pour une dernière once de décence humaine, parce qu'il était, après tout, le père de mon fils. Je restais là, à regarder l'homme qui avait autrefois été mon monde entier, ne ressentant rien, ni amour, ni haine, seulement un vide douloureux et aliénant. Après sa scène à l'hôpital, Éléonore n'osa plus élever la voix avec moi. La vérité crue sur son précieux fils, combinée à la position ferme de Georges, semblait l'avoir intimidée. Mais je savais que ce n'était qu'un silence temporaire. À l'intérieur de cette femme, il y avait un volcan de ressentiment qui attendait d'entrer en éruption. Elle rendait souvent visite à Alexandre, mais choisissait toujours des moments où je n'étais pas là. Elle allait et venait comme un fantôme, ses yeux toujours fixés sur moi comme des poignards. Ma vie se poursuivait dans un état de fatigue et de stagnation. Jusqu'à un après-midi, alors que j'épluchais une pomme pour Léo, Georges entra dans la chambre. Il semblait beaucoup plus vieux, mais ses yeux étaient fermes. Il s'assit et me regarda longuement avant de parler, sa voix basse et claire. « Sophie, tu ne peux pas vivre comme ça pour toujours. » Je levai les yeux, ne comprenant pas. Léo va bien maintenant, et Alexandre ne se réveillera probablement jamais. Tu as tout ton avenir devant toi. Tu ne peux pas enterrer ta jeunesse dans cet hôpital, à l'ombre d'un homme qui n'est plus lui-même. « Mais que devrais-je faire, papa ?» demandai-je. La voix pleine de confusion. « Je ne sais pas où aller. »« Rentre à la maison, » répondit simplement Georges, « et commence à apprendre à être la maîtresse de ta vie. Je t'ai dit qu'à partir de maintenant, c'est toi qui prendrais les décisions. Je veux que tu reviennes, non pas comme une belle fille soumise, mais comme le chef de cette famille. » Ces paroles me coupèrent le souffle. Moi, une femme qui n'avait connu que la cuisine et son fils. Comment aurais-je pu gérer une propriété entière, une grande entreprise? Je ne peux pas le faire, papa. Je ne connais rien aux affaires. Georges sourit, une vision rare sur son visage marqué par le temps. Personne ne naît en sachant tout. Si tu ne sais pas, tu apprends. Quand j'ai commencé, je n'étais qu'un mécanicien sans rien. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu sais, mais si tu as le courage de le faire. Il me regarda profondément dans les yeux.
son regard m'insufflant une force invisible. « Sophie, tu es intelligente, patiente, et surtout, tu as un cœur bon. Ce sont des choses que l'argent ne peut pas acheter, des choses qu'Alexandre et sa mère n'auront jamais. Je crois en toi. Fais-le pour toi et pour l'avenir de Léo. » Ce jour-là, mon fils et moi avons quitté l'hôpital et sommes retournés à la villa que je pensais ne plus jamais vouloir revoir. Mais cette fois, mon état d'esprit était complètement différent. Je n'étais plus une ombre, une invitée dans ma propre maison. Je suis revenue comme quelqu'un qui allait apprendre à se battre pour ce qui lui appartenait. Alors que je franchissais le seuil familier, je vis Éléonore trônant sur le canapé, les bras croisés, ses yeux perçants nous scrutant, mon fils et moi. « Alors, tu es revenu. Je pensais que tu avais l'intention de partir pour de bon. » Je ne dis rien, je fis simplement passer Léo devant elle. « Arrête-toi » aboya-t-elle. « Qui t'a donné la permission de partir sans mon consentement? Me considères-tu encore comme ta belle-mère » Je m'arrêtais et me tournais lentement pour lui faire face, la regardant droit dans les yeux. Mon regard ne contenait plus la peur et la soumission d'avant, mais un calme presque froid. « Mère, je suis rentrée chez moi. J'ai emmené mon fils dans sa chambre. Je ne pense pas avoir besoin de la permission de qui que ce soit pour ça. » Mon attitude stupéfia Éléonore. Elle ne m'avait probablement jamais vu lui répondre de cette manière. « Toi, balbutia-t-elle, sans voix de colère. Juste à ce moment-là, Georges descendit de l'étage. « Tu cherches encore des problèmes » gronda-t-il. « Sophie vient de ramener notre petit-fils de l'hôpital. Si tu ne peux pas dire un seul mot gentil, au moins n'essaie pas de te disputer. » Éléonore se leva d'un bond. « Regarde-la, Georges. Elle ne respecte plus personne. Elle pense probablement qu'avec Alexandre dans cet état, elle peut prendre le dessus et s'emparer de tous les biens de la famille, n'est-ce pas? » « Oui, » répondit Georges la voix ferme. « À partir de maintenant, tous les biens de cette famille, toutes les décisions importantes de l'entreprise seront prises uniquement par Sophie. C'est ma décision. As-tu un problème avec ça ?» La mâchoire d'Éléonore tomba. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Ses plans pour contrôler les finances, pour faire entrer un neveu éloigné comme nouvel héritier. Tout s'évanouit dans le néant. Elle me regarda avec une expression de pure haine. « Bien, très bien, vous deux. Très bien, » siffla-t-elle. Puis elle se précipita dans sa chambre. Je savais qu'à partir de ce moment, la guerre dans ma famille avait vraiment commencé. Mais je n'avais plus peur. J'avais le soutien de mon beau-père. Et surtout, j'avais une raison de me battre. Dans les jours qui suivirent, je commençais à me familiariser avec un monde complètement étranger. Georges devint mon mentor, il m'emmena à l'entreprise, me présenta aux dirigeants clés, m'apprit à lire les bilans, à analyser le marché et à négocier avec les partenaires. Au début, j'étais complètement perdue. Tout était nouveau et complexe, mais avec de la persévérance et un effort incessant, je commençais progressivement à comprendre. Je veillais jusqu'à 2 ou 3 heures du matin pour étudier des documents. J'étais la première à arriver et la dernière à partir, participant à chaque réunion. Ma transformation surprit tout le monde dans l'entreprise, des directeurs les plus exigeants aux simples employés, et lentement, ils commencèrent à me respecter. En fouillant dans les affaires de l'entreprise, je découvris de nombreuses irrégularités, des dépenses inexplicables, des contrats à des prix ridiculement élevés avec des sociétés écrans, des projets aux coûts mystérieusement gonflés, tous portant la signature d'Alexandre. Il semblait qu'il n'était pas seulement un mari-volage, mais aussi quelqu'un qui avait utilisé sa position pour détourner des fonds de l'entreprise pendant des années. Une intuition me dit que Geneviève n'était pas la seule autre femme dans sa vie et que ce voyage fatidique à Saint-Tropez était probablement plus qu'une simple escapade romantique. Plus je me plongeais dans les documents de l'entreprise, plus un frisson me parcourait le dos. Le monde des affaires qu'Alexandre et sa famille avaient construit n'était pas aussi glamour ou transparent qu'il y paraissait. C'était un enchevêtrement de relations louches, de chiffres habilement falsifiés et d'énormes sommes d'argent disparues dans la nature. Chaque signature d'Alexandre sur ces documents semblait être une moquerie de ma naïveté au fil des ans. Je pensais qu'il était un mari brillant, dévoué à sa carrière. Il s'est avéré que sa brillance avait été utilisée pour siphonner la sueur et les efforts de son père. Georges, après m'avoir passé les rênes, semblait s'être libéré d'un grand poids. Il n'interférait pas directement, agissant seulement comme un conseiller et un mentor patient. Chaque soir, après que Léo était au lit, nous nous asseyions dans le bureau, entourés de hautes piles de dossiers. Il me montra comment repérer un contrat désavantageux, comment tracer les flux de trésorerie, comment voir à travers les mensonges que les chiffres pouvaient raconter. Dans les affaires, tu ne peux faire entièrement confiance à personne, même pas aux personnes les plus proches.
dit-il, le regard perdu. L'avidité peut transformer un ami en ennemi, un être cher en un étranger. Ces paroles étaient un résumé amer de la tragédie de sa propre famille. Je décidai de commencer par les dépenses les plus importantes et les plus inhabituelles. Mes yeux se posèrent sur une série de virements mensuels réguliers à une société au nom très élégant, Geneviève Design Sarl. Chaque virement était de plusieurs dizaines de milliers d'euros, étiqueté comme frais de conseil pour projet. Mais ce qui était étrange, c'est que cette société n'était jamais apparue sur notre liste de partenaires officiels. Je demandai à Georges. Il secoua la tête, n'ayant jamais entendu ce nom. Une société de conseil fantôme? Ou était-ce le canal d'Alexandre pour blanchir de l'argent? Je décidai que je devais en savoir plus. Je me tournai vers David, un jeune et intelligent directeur des ventes, farouchement loyal à Georges. Il était l'un des rares dans l'entreprise qui n'était pas dans le camp d'Éléonore ou d'Alexandre. Après lui avoir expliqué la situation, David accepta sans hésitation. « Ne vous inquiétez pas, Sophie. Laissez-moi faire. Je soupçonnais depuis longtemps que quelque chose n'allait pas, mais je n'ai jamais eu l'occasion de parler. » Seulement 2 jours plus tard, David m'apporta un dossier. Les informations à l'intérieur étaient stupéfiantes. Geneviève Design était une société réelle, mais ce n'était pas une société de conseil en construction. C'était une entreprise de design d'intérieur de luxe et de mobilier haut de gamme. Et la représentante légale, la propriétaire de la société, n'était autre que Geneviève. Une terreur froide m'envahit. Alors c'était ça. Alexandre avait utilisé le prétexte des frais de conseil pour légitimer le transfert d'argent de l'entreprise à sa maîtresse. Il ne lui avait pas seulement donné de l'argent de poche, il lui avait financé une entreprise entière. Son amour pour elle était clairement plus qu'une passion passagère. Mais ce n'était pas tout. David avait trouvé quelque chose d'encore plus accablant. « Sophie, regarde ça », dit-il en pointant une adresse sur la licence commerciale de Geneviève Design. « Cette adresse te semble familière ?» Je plissai les yeux. C'était l'adresse d'un luxueux appartement dans un nouveau complexe dans le Marais. Je me figeai. C'était le même appartement au sujet duquel Alexandre m'avait menti, prétendant l'avoir acheté comme un investissement pour notre avenir, pour le louer. Il s'est avéré que l'avenir dont il parlait était son avenir avec Geneviève. Ils avaient construit leur nid d'amour juste sous mon nez avec l'argent de ma famille. La rage et la douleur de la trahison m'envahirent de nouveau. Je pensais être devenue insensible, ne plus avoir de sentiments, mais cette blessure était encore trop profonde. J'avais été dans cet appartement une fois. Alexandre avait menti en disant qu'il m'emmenait voir un appartement témoin. Je me souvenais encore du sentiment d'émerveillement devant son luxe moderne. Je me souvenais encore de lui me chuchotant à l'oreille. « Un jour, j'achèterai une maison encore plus belle pour toi et Léo. » C'était tout un mensonge, une performance parfaite. « Sophie, j'ai aussi trouvé ça. » La voix de David me ramena à la réalité. Il me tendit une clé USB. C'est un enregistrement de la caméra de sécurité dans le couloir de l'immeuble. Il a fallu beaucoup d'efforts pour l'obtenir. Ma main tremblait en insérant la clé USB dans mon ordinateur. Une vidéo apparut. C'étaient les images de l'après-midi du jour où Alexandre a eu l'accident. Dans la vidéo, Alexandre et Geneviève se tenaient la main, riant et parlant en sortant de l'ascenseur. Alexandre portait le même sac de voyage que je lui avais préparé. Il n'allait pas à Saint-Tropez. Leur destination était cet appartement. Ils étaient sur le point de commencer leur escapade romantique juste là. J'avançai rapidement. Environ 2 heures plus tard, Alexandre partit seul. Il semblait pressé, parlant au téléphone avec quelqu'un, l'expression tendue. Il monta dans sa voiture et partit à toute vitesse. Ce devait être à ce moment-là qu'il reçut un appel de travail urgent et se précipita sur l'autoroute, causant son accident fatidique. Donc, le voyage à Saint-Tropez n'était qu'un mensonge pour me tromper. Son véritable paradis était beaucoup plus proche. Voyez-vous, auditeurs, parfois la vérité est plus brutale et cruelle que nous ne pouvons l'imaginer. Une épouse dévouée à sa famille, a été trompée si effrontément par le mari qu'elle aimait. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous ressentez de l'indignation pour la trahison et de la sympathie pour l'épouse, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Diffusons cette histoire comme un avertissement pour les femmes qui nous entourent, afin qu'elles puissent reconnaître et se protéger des menteurs, et pour donner à Sophie plus de force dans sa lutte pour la justice qu'elle mérite tant. Je fermai l'ordinateur portable, la tête me tournant. Cette preuve était plus que suffisante pour démasquer Alexandre et Geneviève. Mais je ne voulais pas m'arrêter là. Quelqu'un qui pouvait orchestrer une tromperie aussi élaborée pendant des années. Ces crimes ne se limitaient sûrement pas au détournement de fonds et à l'adultère. J'avais le fort sentiment que l'accident d'Alexandre n'était être pas du tout un accident,
et que les secrets derrière les projets qu'il gérait étaient bien plus sinistres. Avec des preuves irréfutables en main, j'aurais pu immédiatement tout dénoncer, ruinant la réputation de Geneviève et laissant Éléonore sans plus aucun visage à montrer. Mais je ne l'ai pas fait. Une attaque surprise aurait pu apporter une satisfaction temporaire, mais n'aurait pas résolu le problème à la racine. De plus, mes intuitions sur les autres sombres secrets d'Alexandre me poussaient à agir avec plus de prudence. Je devais dévoiler ces couches une par une, avec soin et assurance, jusqu'à ce que le noyau pourri soit complètement exposé à la lumière. Je décidai de ne pas les démasquer tout de suite, mais de commencer par leur couper les vivres. L'argent. Mon plan commença un lundi matin ensoleillé. Je me réveillai plus tôt que d'habitude, choisis un tailleur bleu marine et me maquillai de manière légère mais décidée. Je me regardai dans le miroir. Ce n'était plus la Sophie faible et soumise d'hier. Mes yeux contenaient maintenant une détermination d'acier et une pointe de froideur. Aujourd'hui, je ferai mon premier pas. Je me rendis au bureau et convoquai une réunion d'urgence avec le service comptabilité et David. À la surprise de tous, j'annonçai. À partir d'aujourd'hui, j'ordonne un audit et une suspension temporaire de tous les paiements pour les contrats de conseil avec Geneviève Design. De plus, bloquer toutes les cartes de crédit d'entreprise supplémentaires émises à des non-employés. La responsable de la comptabilité, une femme d'âge mûr connue pour être une fidèle d'Éléonore, s'opposa immédiatement. Madame Fournier, nous ne pouvons pas faire ça. Les contrats avec Geneviève Design ont été approuvés personnellement par le PDG, Alexandre Fournier, et sont payés régulièrement depuis 2 ans. Quant aux cartes supplémentaires, l'une d'elles appartient à l'épouse du président, Madame Éléonore Fournier. Si nous la bloquons sans autorisation, quand elle le découvrira. Je l'interrompis, ma voix calme mais assez puissante pour faire taire la pièce. Qu'avez-vous dit? L'épouse du président? À ma connaissance, le président actuel du conseil d'administration est M. Georges Fournier. Ma belle-mère, Madame Éléonore Fournier, n'occupe aucun poste officiel dans cette entreprise. Alors, pour quelle raison utilise-t-elle une carte de crédit d'entreprise sans limite de dépenses? La responsable de la comptabilité resta sans voix, le visage pâle. Quant à Geneviève Design, continuai-je, mon regard perçant balayant tout le monde, je soupçonne cette société d'être une couverture pour du blanchiment d'argent. J'ai déjà demandé à notre service juridique d'enquêter. Jusqu'à ce que nous ayons un résultat définitif, toutes les transactions doivent être interrompues. C'est mon ordre. En tant que responsable par intérim de cette entreprise, avec la pleine autorité du président Georges Fournier, quelqu'un a-t-il des objections? La salle de réunion était dans un silence de mort. Le pouvoir que Georges m'avait donné était maintenant en plein effet. Personne n'osa discuter. Comme prévu, la tempête éclata seulement quelques heures plus tard. La première personne à m'appeler fut Éléonore. Elle était dans un grand magasin de luxe et sa carte de crédit familière avait été refusée. « Qu'as-tu fait à ma carte » cria-t-elle au téléphone, la voix pleine de rage. « Tu oses bloquer ma carte. Sais-tu qui je suis » Je répondis calmement, ma voix égale. « Mère, je ne fais que suivre la politique de l'entreprise. Les cartes de crédit d'entreprise sont pour les employés, pour des dépenses liées au travail. Vous n'êtes pas une employée, donc j'ai été obligée de la révoquer. Tu oses me faire la leçon? Cette entreprise appartient à ma famille. Je peux dépenser ce que je veux. Mère, l'entreprise est une entité juridique indépendante, pas la propriété personnelle de qui que ce soit. À partir de maintenant, pour toutes vos dépenses personnelles, je vous prie d'utiliser votre propre argent, dis-je. Puis je raccrochai, ne lui laissant aucune chance de m'insulter davantage. Je pouvais imaginer son visage. Elle devait être furieuse au point d'exploser. Sa vie de luxe et de shopping effréné venait de prendre une fin abrupte. La personne suivante à me chercher fut Geneviève. Elle n'appela pas, elle vint directement au bureau. Elle était toujours habillée à la mode, mais son visage manquait de son arrogance habituelle. Elle fut arrêtée à la réception. Je l'observais sur le moniteur de sécurité depuis mon bureau. Elle essayait de jouer la victime, disant à la réceptionniste qu'elle avait une affaire urgente à me communiquer. Je la laissai monter. En entrant dans mon bureau, Geneviève regarda autour d'elle avec des yeux envieux. « Sophie, commença-t-elle, la voix mielleuse. J'ai entendu dire que notre entreprise suspendait le contrat avec ma société. Y a-t-il eu un malentendu? Notre contrat est toujours valide. » Je me calai dans mon fauteuil, faisant tourner un stylo. « Il n'y a aucun malentendu, mademoiselle Walker. Notre entreprise ne fait que réexaminer l'efficacité de nos partenaires, et nous avons remarqué qu'en dehors de recevoir des paiements mensuels réguliers, votre société ne semble fournir aucune valeur de conseil réel. » L'expression de Geneviève changea. « Que veux-tu dire » Le contrat a été signé par Alexandre lui-même.
Il sait mieux que quiconque la valeur que nous apportons. Ah, vraiment? Fis-je avec un léger sourire. Alors, cela vous dérangerait-il de me montrer quelques rapports de travail, procès-verbaux d'acceptation, ou tout autre produit de conseil que votre société nous a fourni au cours des 2 dernières années? Geneviève resta sans voix. Naturellement, elle n'avait rien de tout cela. C'étaient tous des contrats fictifs. Tu me rends délibérément les choses difficiles. Si Alexandre l'apprend, il ne te le pardonnera pas. Elle eut recours aux menaces. Je me levai, m'approchai d'elle et lui chuchotai à l'oreille, assez fort pour n'être entendu que de nous deux. Alexandre, penses-tu qu'il puisse me faire quoi que ce soit maintenant? Peu. Être devrais-tu t'inquiéter pour toi-même d'abord? Penses-tu que je ne sais pas d'où vient l'argent pour ton appartement dans le Marais? Ou qui a payé pour cette voiture de sport que tu conduis? Mademoiselle Walker, vous devriez vous rappeler que ce qui ne vous appartient pas doit finalement être rendu. Parfois avec des intérêts. Le corps entier de Geneviève trembla. Son visage était blanc comme un linge. Elle me regarda avec un mélange de peur et de haine. Elle ne se serait jamais attendue à ce que je sache tout. « Dehors !» dis-je, la voix comme de la glace, avant que j'appelle la sécurité. Geneviève recula en chancelant, n'osant pas dire un autre mot, et s'enfuit comme si elle avait vu un fantôme. Mon premier coup fut un succès retentissant. J'avais coupé les fonds à 200 sous qui vidaient l'entreprise, mais je savais que ce n'était que le début. Lorsqu'ils sont acculés, les animaux sauvages deviennent plus dangereux que jamais, et j'avais le sentiment qu'Éléonore et Geneviève ne resteraient pas à terre longtemps. La vraie bataille était sur le point de commencer. Comme je l'avais prévu, le silence d'Éléonore et de Geneviève n'était que le calme avant la tempête. Privées de leurs sources financières et de leur mode de vie fastueux, ces 2 femmes n'avaient plus rien à perdre. Et quand les gens n'ont rien à perdre, ils peuvent faire les choses les plus folles. Leur contre-attaque ne visa pas l'entreprise ou ses biens. Elle visa directement la seule chose qui m'était chère et ma plus grande faiblesse à ce moment-là, ma réputation. Elle voulait me détruire, me transformer en une méchante aux yeux de tous, afin que je ne puisse plus garder la tête haute et riposter. La tempête commença par des chuchotements. Des rumeurs se répandirent avec une intention délibérée. Au début, ce fut à l'intérieur de l'entreprise. Les gens commencèrent à murmurer dans mon dos que j'étais une femme déshumanisée qui, pendant que son mari gisait impuissant, conspirait avec son beau-père pour prendre le pouvoir. Que j'étais un serpent qu'ils avaient nourri dans leur maison pendant des années, pour ensuite se retourner et les mordre. Je savais que ces rumeurs étaient diffusées par la responsable de la comptabilité, la laquais d'Éléonore. Je les ignorais, me concentrant sur mon travail, croyant que mes actions seraient la meilleure réponse. Mais j'avais sous-estimé leur méchanceté. Quand les commérages de bureau ne suffirent pas à m'abattre, elles décidèrent de porter l'histoire au public, la transformant en un mélodrame pour gagner la sympathie des gens. Un matin, en arrivant au bureau, David se précipita dans mon bureau, le visage pâle. « Sophie, nous avons un problème. Tu dois voir ça. » Il posa un tabloïd sur mon bureau. En première page, un titre sensationnel. La vérité brutale sur la tragédie d'une milliardaire. La liaison perverse de l'épouse et le complot pour s'emparer de la fortune pendant que le mari gît mourant. Dessous, il y avait un long article larmoyant. Il racontait une histoire complètement inventée. Il prétendait qu'Alexandre et moi étions un couple heureux jusqu'à ce que j'aie une liaison avec un autre homme, insinuant lourdement que c'était David. Quand Alexandre l'a découvert, il a été si affligé qu'il a conduit de manière imprudente et a causé l'accident. L'article continuait en m'accusant de ne même pas avoir rendu visite à mon mari à l'hôpital, mais d'avoir plutôt conspiré avec mon beau-père pour prendre le contrôle de l'entreprise, chasser ma belle-mère de la maison et lui couper tout soutien financier. Pour accompagner l'article, il y avait des photos prises à dessein. Une photo de moi et David travaillant tard au bureau avec la légende « La rencontre secrète des amants dans le dos du malheureux mari », une photo d'Éléonore pleurant devant les grilles de la villa, le jour où elle avait fait une scène avec la légende mère âgée chassée de sa maison par sa cruelle belle-fille, et, le plus dégoûtant, une photo prise en cachette d'Alexandre dans son lit d'hôpital avec la légende « Le mari tragique abandonné au moment du besoin ». Mon sang ne fit qu'un tour. Je ne pouvais pas croire qu'elles puissent être si viles. Non seulement elles déformaient la vérité, mais elles utilisaient sans vergogne l'image tragique de leur propre fils et mari pour me diffamer. « Sophie, cette nouvelle se répand comme une traînée de poudre, » dit David anxieusement. « Sur les réseaux sociaux, les gens la partagent partout. Tous les forums de potins parlent de toi. Ils t'appellent. » Il hésita. « Il m'appelle comment ?» ?»« Dis-le. »« Il t'appelle l'épouse vipère venimeuse. La arriviste sociale la plus impitoyable de l'année. » Je fermai les yeux et pris une profonde inspiration pour contrôler la colère montante.
Je savais que c'était une attaque médiatique soigneusement calculée. Elle voulait utiliser la pression de l'opinion publique pour me détruire. Mon téléphone se mit à sonner sans arrêt. Partenaires commerciaux, investisseurs, même de vieux amis, tous appelaient pour s'enquérir de l'histoire. La boîte de réception de l'entreprise était inondée d'emails haineux. Les actions de la société, qui se redressaient, commencèrent à chuter de nouveau. « Sophie, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Devrions-nous tenir une conférence de presse pour clarifier les choses ?» demanda David avec urgence. Je secouai la tête. Non. Plus nous nions, plus ils penseront que nous cachons quelque chose. Plus nous faisons une scène, plus nous tombons dans leur piège. Ils veulent que nous soyons dans le chaos et que nous perdions notre concentration. Alors, on les laisse simplement nous diffamer comme ça? Bien sûr que non. Mes yeux s'ouvrirent, mon regard froid et déterminé. Elles veulent jouer à ce jeu. Je jouerai avec elles, mais pas selon leurs règles. David, j'ai besoin que tu découvres quel journaliste a écrit cet article et quel organe de presse l'a publié en premier. Je veux savoir qui les finance. Je savais que la meilleure façon d'éteindre un incendie n'est pas de verser de l'eau sur les flammes, mais de trouver et de couper sa source d'oxygène. Éléonore et Geneviève n'étaient que des marionnettes. Il devait y avoir un marionnettiste plus intelligent et plus malicieux qui tirait les ficelles depuis les coulisses. Quelqu'un qui savait comment manipuler les médias et l'opinion publique. Geneviève avait-elle des contacts dans le monde du spectacle? Avait-elle recruté une force puissante? Ce n'était plus seulement une querelle de famille. C'était devenu une guerre sur le front médiatique, une guerre où une petite erreur pouvait tout me coûter. Mais je n'avais pas peur. Elle m'avait sous-estimée. Elle pensait qu'une femme habituée uniquement à la cuisine s'effondrerait facilement sous le regard du public. Elle ne savait pas que même un ver se rebelle, et qu'une femme acculée, protégeant son honneur et son fils, est plus redoutable que n'importe quelle tempête. La tempête médiatique fut plus féroce que je ne l'avais imaginé. Mon nom fut traîné dans la boue partout, des tabloïds au forum sur les réseaux sociaux. Mes photos furent transformées en mèmes malveillants. Les gens inventèrent toutes sortes d'histoires sur mon passé, transformant mon récit d'orpheline sympathique en celui d'une arriviste sociale intrigante et manipulatrice. La pression de l'opinion publique était une arme invisible mais dévastatrice. Les employés de l'entreprise commencèrent à me regarder différemment, avec suspicion et distance. Certains partenaires commencèrent à hésiter, retardant la signature de nouveaux contrats. Le navire que j'essayais de redresser était de nouveau en danger de sombrer. Mais celui qui en souffrit le plus ne fut pas moi. Un après-midi, j'allais chercher Léo à l'école. Il ne courut pas m'embrasser comme d'habitude. Il sortit lentement, la tête basse, les yeux rouges et gonflés. « Léo, qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un t'a fait du mal ?» Je m'agenouillai inquiète. Il ne répondit pas, se contenta de secouer la tête et d'enfouir son visage dans ma poitrine, en sanglotant. Je le serrai fort, le cœur me faisant mal. Je savais pourquoi il pleurait. Ces rumeurs malveillantes n'étaient pas seulement dirigées contre moi, c'étaient des poignards qui frappaient l'âme innocente de mon fils. Cette nuit-là, j'appelai Georges et lui racontai tout. Sa voix à l'autre bout du fil était sombre, pleine de colère, mais aussi calme. Je sais. L'avocat de l'entreprise me l'a rapporté ce matin. Ne t'inquiète pas, Sophie. Ce ne sont que les sales tours de gens mesquins. Concentre-toi sur ton travail. Laisse-moi m'occuper de tout à l'extérieur. Mais papa, Léo. Ma voix se brisa. Je comprends. Amène-le chez moi pour quelques jours. Ici, nous avons des gens qui s'occuperont de lui. Personne ne le dérangera. Quant à toi, tu dois être encore plus forte. C'est le moment de montrer ta force. Ses paroles furent comme un sédatif, m'aidant à retrouver mon calme. Il avait raison. Je ne pouvais pas céder. Je me battais non seulement pour moi-même, mais pour mon fils. Pendant que je me retirais temporairement de la tempête, David travaillait efficacement. Il trouva la personne derrière le premier article. Un journaliste indépendant nommé Richard, connu pour ses méthodes non éthiques et sa volonté de vendre sa plume au plus offrant. Et la personne qui avait fourni les informations, les photos et une grosse somme d'argent à Richard n'était autre que Geneviève. Elle avait utilisé ses contacts dans le monde du spectacle pour lancer cette attaque. Mais un détail attira mon attention. David rapporta que, selon ses sources, la somme d'argent que Geneviève avait payée à Richard et à son réseau médiatique dépassait de loin ses capacités financières actuelles. D'où venait cet argent? J'avais coupé les fonds d'Éléonore et le contrat de Geneviève avait été suspendu. Pourrait-il y avoir une tierce partie, un mystérieux bienfaiteur qui tirait toutes les ficelles? Cette pensée me fit frissonner. Ce combat était plus complexe que je ne l'avais pensé. Mais qui que ce soit, mon objectif immédiat était d'éteindre cet incendie. Et la seule façon de le faire était de faire en sorte que les incendiaires éteignent les flammes eux-mêmes.
Je décidai de ne pas tenir de conférences de presse ou de querelles publiques. J'allais construire ma propre scène et les inviter tous à jouer leur acte final. Je racontais mon plan à Georges. Au début, il était hésitant, car c'était risqué. Mais après que je lui ai expliqué mes raisons, il fut convaincu. Très bien, fais comme tu l'entends. J'organiserai tout. Mon plan était simple. J'allais organiser une réunion de famille élargie sous le prétexte d'une réconciliation et de trouver un terrain d'entente pour l'avenir de Léo. Les invités incluraient non seulement Éléonore et Geneviève, mais aussi les aînés de la famille Fournier, les voix les plus respectées. J'allais aussi accidentellement faire fuiter des informations sur cette réunion au journaliste Richard. J'étais certaine qu'il ne laisserait pas passer une occasion en or pour une nouvelle aussi exclusive. La scène était prête, le scénario était écrit. Il ne restait plus qu'aux acteurs principaux à entrer dans le piège parfait que j'avais préparé. Chers auditeurs, une grande représentation est sur le point de se terminer. Sophie, avec son intelligence et son courage, réussira-t-elle à renverser la situation et à démasquer les vrais visages de ceux qui lui ont fait du mal? Quelles conspirations et quels secrets seront révélés lors de cette fatidique réunion de famille? Pour ne manquer aucun détail passionnant, et pour accompagner notre protagoniste dans son voyage vers la justice, abonnez-vous dès maintenant à Échos du passé, car ce qui va se passer vous tiendra certainement en haleine. La réunion fut fixée pour un après-midi de week-end dans le domaine de la famille Fournier. Le lieu était symbolique. C'était le siège du pouvoir, le gardien de l'héritage et des principes de la famille. Et aujourd'hui, il allait assister à la chute de ceux qui avaient utilisé cet héritage comme un bouclier pour leurs viles actions. J'arrivai tôt avec Georges pour me préparer. Je ne portais pas de tailleur, mais une simple robe de soie blanche avec un maquillage minimal. Je voulais apparaître comme une belle fille et une mère, pas comme une femme d'affaires froide. Éléonore et Geneviève arrivèrent ensemble. Éléonore jouait toujours le rôle de la victime, les yeux rouges, ayant besoin de soutien pour marcher. Geneviève portait une sobre robe noire, à l'air respectable mais incapable de cacher la lueur triomphante dans ses yeux. Elle pensait probablement que j'avais été forcée de me rendre pour faire appel au jugement de la famille. Les aînés de la famille arrivèrent un par un. C'étaient tous des personnes âgées et respectables. Leurs yeux contenaient un mélange de scrutin et de pitié en me regardant. Je savais que les rumeurs les avaient influencés. Quand tout le monde fut assis, je me levai et fis une révérence. Oncle, tante, cousin, merci d'être venus. Je me suis permis de vous inviter tous ici aujourd'hui pour résoudre les malentendus et les conflits qui ont troublé notre famille. Je sais que ces malheureux événements ont entaché l'honneur de notre nom de famille, et pour cela je suis vraiment désolée. Ma voix était sincère et humble. Voyant sa chance, Éléonore commença sa performance. « Sophie, c'est bien que tu reconnaisses tes erreurs, » sanglota-t-elle. Quelle mère n'aime pas son fils? Quelle femme n'aime pas son mari? Mais, avant qu'elle ne puisse finir, quelques silhouettes inconnues apparurent au portail, brandissant des appareils photos. Le vrai spectacle était sur le point de commencer. L'arrivée inattendue de la presse rendit l'atmosphère déjà tendue dans le salon formel encore plus suffocante. Les aînés froncèrent les sourcils en signe de désapprobation, et Éléonore et Geneviève échangèrent un regard entendu et triomphant. Elles pensaient que c'était leur renfort, organisé pour me mettre la pression et transformer cette réunion de famille en un procès public où j'étais l'accusée. Georges se leva pour que la sécurité les fasse partir, mais je lui fis un subtil signe de dénégation de la tête, lui signalant de rester calme. Tout se déroulait selon mon scénario. « Je m'excuse auprès de tout le monde, » dis-je, feignant un léger malaise. « Il semble que quelqu'un ait fait fuiter des informations sur notre réunion. Mais puisque nous en sommes arrivés là, je pense que c'est peu, être pour le mieux. Avec la presse comme témoin, tout sera juste et transparent. Je n'ai rien à cacher. » En entendant cela, Éléonore et Geneviève parurent encore plus satisfaites. Elles n'avaient aucune idée que ce groupe de journalistes, y compris Richard, avait été invité par une source secrète que j'avais organisée, et que les enveloppes qu'ils avaient reçues étaient bien plus épaisses que tout ce que Geneviève avait payé. Très bien. Si Sophie le dit ainsi, parla l'un des aînés les plus respectés. Alors, commençons. Dites-nous ce qui s'est passé. Éléonore ne me laissa pas la chance de parler en premier. Elle se leva immédiatement et se lança dans son monologue larmoyant. Elle raconta l'histoire parfaitement fabriquée par les tabloïds. Comment j'avais été infidèle, à quel point elle avait eu le cœur brisé en découvrant ma liaison, comment j'avais impitoyablement saisi les biens de la famille et l'avais chassée de la maison. Elle joua si bien que j'en crus presque sa tragique histoire. Les flashs des appareils photo étaient implacables. Quand elle eut fini, Geneviève prit le relais sans transition. Elle ne pleura pas.
Elle se présenta comme une étrangère inquiète qui ne pouvait pas rester les bras croisés face à une injustice. « Oncle, Alexandre et moi n'étions que des amis proches, dit-elle, la voix pleine de sincérité. Comme j'étais si proche de lui, j'ai été témoin de sa douleur quand Sophie l'a trahi. J'ai essayé de nombreuses fois de persuader Sophie de reconsidérer, de revenir dans sa famille, mais elle n'a pas voulu écouter. Elle a même dit. Elle s'interrompit, feignant la réticence. Qu'elle ne pouvait pas gâcher sa vie avec un mari qui allait devenir un invalide. Cette dernière phrase fut un couteau dans le cœur. Vile. Sa cruauté ne connaissait pas de limite. Non seulement elle me diffamait, mais elle utilisait les mots les plus impitoyables pour décrire l'homme qu'elle appelait un ami proche. Un murmure parcourut la pièce. Tous les yeux étaient maintenant fixés sur moi, remplis de jugement et de réprobation. Richard, le journaliste, griffonnait furieusement, une expression satisfaite sur le visage. Leur performance avait été parfaite. Il m'avait dépeinte avec succès comme une méchante impardonnable. J'écoutais tout en silence. Je n'interrompis pas, je ne discutais pas. Je les laissais jouer, je les laissais exposer leur propre visage faux et sale. Quand la pièce bourdonna de chuchotements, quand j'étais devenu le centre de leur condamnation, je me levai lentement. « Avez-vous fini » Ma voix était étrangement calme. Mon sang-froid surprit tout le monde. Ils s'attendaient probablement à un effondrement, à une supplique de pitié, pas à ça. Votre performance était vraiment exceptionnelle. J'applaudis légèrement, un geste purement sarcastique. Si je n'avais pas été au milieu de tout ça, je vous aurais être cru. Mais malheureusement pour vous, je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour assister à une pièce de théâtre. Je suis venu ici pour vous en montrer une autre. Une pièce intitulée La vérité. Sur ce, je fis un signe à David. Il connecta son ordinateur portable à un grand écran de projection qui avait été installé plus tôt. D'abord, revoyons l'amitié proche entre mademoiselle Walker et mon mari. Les images de la sécurité de l'immeuble du Marais commencèrent à défiler. L'image d'Alexandre et Geneviève se tenant la main, s'embrassant intimement, apparut avec une clarté cristalline. La pièce tomba dans le silence. Le visage de Geneviève devint blanc. « Non, ça. C'est une vidéo truquée. » « Truquée » ris-je froidement. « Et alors, ceci ?» Une série de virements bancaires du compte d'Alexandre à Geneviève, les actes de l'appartement et le titre de propriété d'une voiture de sport, tous au nom de Geneviève, apparurent à l'écran. « Mademoiselle Walker, votre amitié avec mon mari est assez précieuse. Elle vaut un appartement et une voiture de sport. Je me demande, votre amitié a-t-elle un prix ?» Geneviève s'effondra sur sa chaise, complètement défaite. Tous les yeux se tournèrent maintenant vers elle avec dégoût. Ensuite, parlons de la souffrance de ma belle-mère. Je déplaçai mon attention sur Éléonore. Vous avez dit que je vous ai chassé de la maison cruellement. Je me demande si vous vous souvenez de cette conversation ? Un enregistrement audio que j'avais secrètement fait avec mon téléphone se mit en marche. La voix aiguë et amère d'Éléonore remplit la pièce. Elle pense probablement qu'avec Alexandre dans cet état, elle peut prendre le dessus et s'emparer de tous les biens de la famille, n'est-ce pas ? Puis vint la voix ferme de Georges. À partir de maintenant, tous les biens de cette famille, toutes les décisions importantes de l'entreprise seront prises uniquement par Sophie. L'enregistrement se termina. Maintenant tout le monde comprenait. Ce n'était pas moi qui l'avais chassée. Elle était partie en colère parce que son pouvoir et son accès aux fonds de l'entreprise lui avaient été coupés, puis elle avait inventé l'histoire pour me piéger. Et enfin, ma voix se durcit, mes yeux fixés sur Éléonore et Geneviève, concernant l'histoire de ma liaison et de mon plan pour m'emparer des biens. Voici la vraie vérité. Je lançai le dernier enregistrement. C'était une conversation entre David et le journaliste Richard, que David avait secrètement enregistré. Dans l'audio, Richard avouait tout. C'est mademoiselle Walker qui m'a engagé. Elle m'a donné une énorme somme d'argent, a fourni toutes les informations et les photos, et m'a dit d'écrire une histoire choquante. Plus je pouvais diffamer Madame Fournier, mieux c'était. Elle a dit que si elle réussissait à la faire tomber, elle aurait tout et n'oublierait pas ma part. Chaque stratagème, chaque sale tour avait été mis à nu. La pièce tomba dans un silence terrible. Les visages des aînés étaient violets de colère. Les journalistes étaient en délire. Leurs appareils photos pointaient directement sur les deux femmes qui maintenant étaient assises, abasourdies, le visage exsangue. Éléonore et Geneviève étaient complètement vaincues. Elles avaient creusé leur propre tombe, et je venais de les y pousser, les enterrant sous la honte et le déshonneur. Leur pièce était terminée, mais la mienne, le jugement final, n'était pas encore arrivé. La réunion de famille se termina dans le chaos et l'humiliation pour Éléonore et Geneviève. Face à des preuves irréfutables, elle n'eut rien à dire pour leur défense. Les aînés de la famille,
après avoir appris la vérité, étaient furieux. Au nom de toute la famille, ils inclinèrent la tête en signe d'excuse envers moi et Georges pour leur jugement erroné et renièrent promptement Éléonore, la déclarant une honte pour le nom de la famille. Éléonore, autrefois une puissante matriarche, n'avait maintenant plus rien, ni argent, ni honneur, ni famille. Elle s'évanouit sur place et fut emmenée à l'hôpital, évitée par tous. Geneviève fut assaillie par la presse. Elle essaya frénétiquement de s'échapper, mais il n'y avait aucune issue. Des questions cinglantes lui furent posées. Mademoiselle Walker, avez-vous orchestré la campagne de diffamation contre Madame Fournier? Quelle est votre véritable relation avec le PDG Alexandre Fournier? L'argent pour votre maison et votre voiture a-t-il été obtenu illégalement? Sa façade soigneusement construite s'était effondrée. Sa carrière de mannequin, son image de fille douce et innocente s'était réduite en poussière en un seul après-midi. Quant au journaliste Richard, une fois l'enregistrement rendu public, il sut qu'il était démasqué. Il tenta de fuir, mais fut arrêté par la sécurité de notre entreprise et remis à la police. Faisant face à des accusations de diffamation, de chantage et de faute professionnelle, sa carrière était terminée. Le rideau était tombé. Les méchants avaient payé leur dû. Je pensais que je me sentirais triomphante, joyeuse, mais au lieu de cela, je ne ressentis qu'une profonde fatigue. Cette guerre m'avait coûté trop cher. Je voulais juste rentrer chez moi, serrer mon fils dans mes bras et tout oublier, mais il semblait que le destin n'en avait pas encore fini avec moi. Après la réunion, David et moi sommes retournés au bureau pour conclure. Alors qu'il organisait les fichiers liés à l'affaire, David s'exclama soudainement. « Sophie, je viens de trouver quelque chose de très étrange. » Il pointa l'écran de son ordinateur qui affichait les transactions bancaires de Geneviève. « Regarde ici. En plus des paiements réguliers d'Alexandre, son compte a reçu un énorme virement unique de 2 millions d'euros d'une société inconnue, appelée Apex Holdings. » Je fronçai les sourcils. Apex Holdings? Je n'en ai jamais entendu parler. À qui appartient cette société? J'ai vérifié, dit David, l'expression sérieuse. C'est une société immobilière récemment créée avec des fonds très importants. Mais la partie choquante, c'est son représentant légal. C'est un homme nommé Marc Fournier, un cousin éloigné d'Alexandre. Celui qui a été renvoyé de notre entreprise il y a 3 ans pour avoir volé des matériaux de construction. Marc Fournier. Je me souvenais vaguement de lui, un homme à l'allure rude, avec des yeux fuyants, que Georges lui-même avait licencié. Comment un tel homme pouvait-il être à la tête d'une grande société immobilière? J'ai aussi trouvé ça, dit David en ouvrant un autre fichier. C'était une carte des projets en cours de développement par Apex Holdings. Mes yeux s'arrêtèrent sur un projet appelé Via Ocean Front Resort. David zoome sur l'emplacement de ce projet. Il fit ce que je lui demandais. Quand la carte se focalisa, mon cœur s'arrêta. Le projet se trouvait exactement sur la bande de terre côtière près de Saint-Tropez, où Alexandre avait menti en disant nous emmener en vacances. Tout s'emboîta avec une clarté terrifiante. Le voyage à Saint-Tropez n'était pas seulement une escapade avec sa maîtresse. Marc Fournier, Apex Holdings, le virement de 2 millions d'euros à Geneviève. Tout était lié. Et l'accident d'Alexandre était survenu sur l'autoroute A8, la route principale pour la Côte d'Azur. Était-ce juste une coïncidence? David, je veux que tu enquêtes sur tout ce qui concerne Apex Holdings et ce Marc Fournier. Je veux savoir d'où vient leur argent, s'il y a quelque chose de louche dans leur projet, et surtout, découvre où se trouvait Marc Fournier et ce qu'il faisait le jour de l'accident d'Alexandre hors de neige, la voix ferme. L'intuition d'une femme, l'intuition de quelqu'un qui avait été trompé, me disait que derrière la liaison et le détournement de fonds se cachait une vérité bien plus terrifiante, une vérité qui pouvait impliquer la vie et la mort. En attendant les résultats de David, je décidai d'aller voir Alexandre à l'hôpital. Non pas parce que je m'en souciais, mais parce que j'avais besoin de réponses. Il était le maillon le plus important de toute cette histoire. Il gisait toujours là, en soins intensifs, inchangé. Je m'assis à côté de son lit, regardant en silence l'homme qui avait autrefois été mon mari. Son visage était toujours beau, mais maintenant pâle et sans vie. « Alexandre, dis-je à voix basse, m'entends-tu? Combien d'autres secrets caches-tu? Qu'allais-tu vraiment faire sur la Riviera ce jour-là? Ce n'était pas seulement pour t'amuser avec Geneviève, n'est-ce pas? » Il ne répondit pas. Seul le bip constant du moniteur cardiaque répondit. Je soupirais, sur le point de partir, quand soudain, je vis son doigt se contracter. C'était un mouvement minuscule, presque imperceptible, mais je l'ai vu. Mon cœur martela. J'appelai immédiatement un médecin. Le médecin l'examina longuement, puis se tourna vers moi avec un regard de surprise et de joie. C'est un miracle.
Le patient montre une réponse aux stimuli externes. C'est un signe très positif. Il y a une chance qu'il puisse se réveiller. J'étais paralysée. Alexandre pouvait se réveiller. À ce moment-là, je ne savais pas si je devais considérer cela comme une bonne ou une mauvaise nouvelle. S'il se réveillait, il devrait faire face à la réalité que sa famille était en ruine, sa mère une femme brisée, et lui-même empêtré dans un réseau de secrets mortels. Et plus important encore, s'il se réveillait, les personnes qui se cachaient dans l'ombre le laisseraient-elles vivre, ou feraient-elles tout pour le faire taire pour toujours? La nouvelle qu'Alexandre pourrait se réveiller se répandit comme une traînée de poudre, apportant non seulement de l'espoir, mais aussi un immense danger. Je savais que les figures sombres derrière tout cela ne resteraient pas les bras croisés. Alexandre, autrefois coupable, était maintenant un témoin clé, une bombe à retardement qui pouvait tout détruire. Je fis immédiatement renforcer la sécurité à l'hôpital par Georges. Nos gardes les plus fiables furent postés devant les soins intensifs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quiconque entrait, y compris les médecins et les infirmières, était scrupuleusement contrôlé. J'étais dans une course contre la montre, une course contre les criminels qui cherchaient à faire taire leurs derniers témoins. Pendant ce temps, l'enquête de David sur Apex Holdings produisit des résultats choquants. Sophie, je n'en reviens pas. La voix de David était terrifiée au téléphone. Chacun de leurs projets est sale. Ils achètent des terres agricoles à des gens à des prix dérisoires par intimidation. Ensuite, ils utilisent des contacts louches pour reclasser les terrains et les vendre à prix d'or. C'est une organisation criminelle. Et leur financement? Demandai-je, un sentiment de terreur grandissant. C'est la partie la plus terrifiante, David s'interrompit. Le flux de trésorerie d'Apex Holdings est lié à une opération internationale de blanchiment d'argent. Et il est connecté à certains anciens projets de notre entreprise, ceux dont s'occupait Alexandre. C'était donc clair. Alexandre ne s'était pas contenté de détourner des fonds de l'entreprise pour entretenir sa maîtresse. Il était un acteur clé dans un réseau criminel bien plus vaste. Il avait utilisé son pouvoir pour transformer l'entreprise de son père en un outil pour une organisation criminelle. Marc Fournier n'était qu'un pion. Le vrai marionnettiste devait être quelqu'un d'incroyablement puissant. David? Et l'accident? J'ai vérifié les caméras de l'autoroute et les témoignages. Il semblait qu'Alexandre roulait vite et avait perdu le contrôle. Mais il y a un détail étrange. Environ 10 minutes avant le crash, la voiture d'Alexandre a été forcée de s'arrêter par un camion noir sans un signe. Ils se sont arrêtés un moment, puis sont repartis. Un témoin a décrit le chauffeur du camion comme un homme avec une grande cicatrice sur le visage. Un camion noir. Un homme avec une cicatrice. Mon instinct hurlait que ce n'était pas un accident de la route normale. C'était une purge interne. Être qu'Alexandre en savait trop ou avait fait quelque chose pour déplaire à ses supérieurs, et ils avaient essayé de l'éliminer. Mais pourquoi avait-il survécu? Être était-ce de la chance? Ou être que c'était le destin qui le forçait à vivre, à affronter ses péchés et à tout mettre en lumière. Je portais toutes ces informations à une unité d'enquête spéciale de la police que Georges avait secrètement contactée. C'étaient des gens en qui nous pouvions avoir confiance. Une affaire importante fut ouverte. Le filet était lancé, attendant que le gros poisson y tombe. Chers auditeurs, notre histoire atteint son apogée la plus excitante. Une organisation criminelle, des complots de meurtres sanglants, tout cela dépasse notre imagination initiale. Qui pensez-vous être le marionnettiste final? Alexandre se réveillera-t-il pour dévoiler les crimes? Et que fera Sophie pour traduire les coupables en justice? Laissez vos commentaires ci-dessous. Chaque opinion, chaque prédiction fait partie de ce voyage à la recherche de la vérité, et qui sait, votre hypothèse pourrait s'avérer exacte. Quelques jours plus tard, quelque chose d'inattendu se produisit. Éléonore, apprenant que son fils pouvait se réveiller, vint à l'hôpital, pleurant et suppliant de le voir. J'hésitais, mais j'acquiesçais. Je voulais voir ce qu'elle ferait. Sous la surveillance étroite de nos gardes, elle fut autorisée à entrer seule dans sa chambre pendant 10 minutes. La police et moi observions chacun de ses mouvements depuis une caméra cachée. Éléonore entra. Elle vit son fils immobile et s'effondra. « Oh, Alexandre, mon fils, comment en sommes-nous arrivés là? S'il t'arrivait quelque chose, comment pourrais-je continuer à vivre ?» sanglota-t-elle. Mais ensuite, ses paroles devinrent étranges. « Tu as été si stupide, mon fils. Je t'avais dit de ne pas te mêler à eux. Ce ne sont pas des gens, ce sont des démons. Et maintenant, regarde, tu es ici dans cet état, et cette Sophie est sur le point de retourner le monde. Si tu te réveilles, si tu parles, ils nous tueront tous. Pas seulement toi, mais moi aussi. Toute cette famille. Ils tueront même Léo. » En tremblant, elle sortit de sa poche une petite seringue remplie d'un liquide transparent. Mon cœur s'arrêta.
Que faisait-elle? Allait-elle tuer son propre fils pour le faire taire? Je suis désolée, mon fils, chuchota-t-elle. Je le fais pour ton bien. Une fois que tu seras parti, tout sera fini. Tu seras en paix. Elle approcha l'aiguille tremblante de la perfusion d'Alexandre. Arrêtez. La porte s'ouvrit brusquement. La police et moi nous précipitâmes à l'intérieur. Éléonore sursauta, laissant tomber la seringue. Quoi? Que faisiez-vous à votre fils? Grognai-je. Éléonore était sans voix, le visage blanc comme un linge. Vous alliez lui injecter du poison pour le faire taire. Elle s'effondra sur le sol, pleurant comme une enfant. Je n'avais pas le choix. Ils m'ont menacée. Ils ont dit que si Alexandre se réveillait et parlait, il tuerait toute ma famille. Il tuerait Léo. Je n'avais pas d'autre choix. Sa confession fut choquante. Il y avait donc des gens encore plus terrifiants qu'elle. Des gens qui avaient poussé une mère au point d'être prête à tuer son propre fils. Ce réseau criminel avait vraiment plongé ses tentacules dans les coins les plus sombres de la nature humaine. Sur la base de la confession d'Éléonore et des preuves que nous avions recueillies, la police lança une descente massive. Marc Fournier, le tueur à la cicatrice et des dizaines d'autres membres du réseau Apex Holdings furent arrêtés. Mais le vrai marionnettiste, la figure la plus puissante, était toujours en liberté. Il semblait avoir flairé le danger et s'était évanoui sans laisser de traces. La guerre n'était pas encore terminée. La descente de police, chez Apex Holdings, secoua les cercles économiques et politiques de la ville. Plusieurs hauts fonctionnaires furent suspendus en attendant une enquête, des projets immobiliers fantômes furent démasqués et le réseau international de blanchiment d'argent fut démantelé. La justice, semble-t-il, suivait lentement son cours. Mais pour moi, la victoire semblait incomplète. Le marionnettiste final, l'homme qui avait causé la tragédie de ma famille et poussé ma belle-mère au bord du gouffre, était toujours inconnu. Il avait disparu comme un fantôme. Pendant ce temps, un miracle se produisit. Alexandre, après des semaines d'inconscience, commença à se réveiller. Sa guérison fut lente mais pleine d'espoir. Il pouvait ouvrir les yeux et reconnaître les gens, même s'il ne pouvait pas encore parler. J'allais le voir tous les jours, non pas comme une épouse, mais comme la personne qui tenait son destin entre ses mains. Je lui racontais tout. Je lui racontais comment sa mère et moi avions été enfermés dans la cave, comment sa propre mère avait tenté de le tuer, la chute de la famille Fournier et les crimes qu'il avait lui-même commis. Je ne sais pas ce qu'il comprit. Je vis seulement qu'à chaque histoire, des larmes coulaient sur son visage. Étaient-ce des larmes de regret ou d'impuissance? Je ne le savais pas, et cela ne m'importait plus de le savoir. Amour, haine, tout avait disparu, ne laissant qu'un vide froid. La seule chose dont j'avais besoin de lui maintenant, c'était son témoignage. Le témoignage sur le marionnettiste final. La police essaya de l'interroger à plusieurs reprises, mais Alexandre ne pouvait toujours pas parler. Il ne pouvait qu'émettre des sons étouffés et utiliser ses yeux pour communiquer. Mais ses yeux étaient toujours remplis d'une terreur absolue chaque fois qu'on mentionnait l'homme derrière les coulisses. C'était comme si ce nom était un tabou, un spectre plus effrayant que la mort elle-même. Éléonore, après avoir été prise en flagrant délit, avoua tout ce qu'elle savait. Mais ces informations étaient vagues. Elle ne connaissait qu'un gros bonnet derrière Alexandre. Quelqu'un avec un pouvoir immense qui pouvait décider du sort de toute sa famille. Elle avait été menacée et forcée d'obéir. Grâce à sa coopération et à son état mental fragile, elle fut libérée sous caution et assignée à résidence. Chaque jour, elle venait à l'hôpital et regardait la chambre de son fils de loin, sans jamais oser s'approcher. La femme autrefois arrogante n'était plus qu'une ombre silencieuse, vivant avec sa culpabilité et son remords tardif. Quant à Geneviève, lorsque le réseau criminel fut démantelé, elle sut qu'elle ne pourrait pas s'échapper. Elle vendit rapidement ses biens et tenta de fuir le pays, mais fut arrêtée à l'aéroport. Face à des preuves accablantes de sa complicité dans le blanchiment d'argent et la fraude, en plus des accusations de diffamation, elle reçut une juste condamnation de la loi. Ma vie revint lentement à une sorte de paix, mais c'était une paix pesante. Je faisais face à un choix difficile chaque jour. Alexandre n'était plus une menace. Il n'était qu'un invalide qui vivrait le reste de sa vie dans la dépendance et le tourment. J'aurais pu facilement demander le divorce, couper tous les liens et le laisser à lui-même. C'eût été une douce vengeance, une fin méritée pour ce qu'il avait fait. Mais chaque fois que je regardais Léo, je ne pouvais pas le faire. Il demandait souvent à rendre visite à son père. Il s'asseyait à côté du lit, racontant à son père les histoires de l'école, lui montrant ses dessins. Il prenait la main de son père et la pressait contre sa joue. « Papa, guéris vite, pour qu'on puisse jouer au football. » Ces mots innocents me transperçaient le cœur. Peu importe à quel point il avait été un mari et un criminel terrible,
Il était toujours le père de Léo. Priver mon fils de son unique père aurait été trop cruel. J'étais à la croisée des chemins. Une route menait à une vengeance complète, où j'aurais pu laisser le passé derrière moi et commencer une nouvelle vie sans fardeau. L'autre menait à un pardon incomplet et lourd, mais qui aurait pu préserver un sens de la famille pour mon fils. Georges, vieilli par l'épreuve, n'interférait plus dans mes décisions. Il dit seulement « Sophie, fais ce que ton cœur te dit. Quoi que tu décides, je te soutiendrai toujours. » Un après-midi, j'étais assise à côté du lit d'Alexandre, lui épluchant une pomme par habitude. Soudain, il parla, une voix faible, rauque, mais claire. « Sophie. » Je me figeais, faillissant faire tomber le couteau. Je levai les yeux. Il me regardait, ses yeux plus clairs, plus présents. « Je suis désolée », s'efforça-t-il de prononcer ces 2 mots. Des larmes coulèrent de nouveau sur son visage. Je le regardai, mon cœur un enchevêtrement d'émotions. Haine, pitié, le sentiment persistant de notre mariage. Tout se mélangeait. Je ne savais pas comment répondre. Juste à ce moment-là, mon téléphone vibra. C'était David. « Sophie, on l'a trouvé. On a trouvé sa cachette. Sa voix était extatique. Le marionnettiste final. Il se cache dans une villa en bord de mer à Sainte-Maxime. La police est en route. » Je me levai d'un bond, le cœur battant la chamade. Le jour était enfin arrivé. Je regardai Alexandre, puis par la fenêtre, le soleil couchant. Pardon ou punition, une vie paisible ou une lutte jusqu'à la fin. Je devais faire le choix final seul. Et je savais que quelle que soit la route que je choisirais, cette tempête n'était pas encore vraiment terminée. La descente de police à Sainte-Maxime fut rapide et propre. Le marionnettiste final, un homme d'affaires puissant et respecté qui avait tout manipulé depuis l'ombre, fut arrêté alors qu'il s'apprêtait à monter sur un yacht pour fuir le pays. Il n'aurait jamais imaginé que l'empire criminel qu'il avait bâti pendant des décennies puisse s'effondrer si rapidement. Le jour où il fut ramené en ville, j'allais le voir. Non par satisfaction, mais pour mettre un point final au passé. À travers la vitre de la voiture de police, je vis un visage familier. C'était l'homme de quelques vieilles photographies de Georges, un homme que mon beau-père avait autrefois appelé ami. L'avidité peut vraiment transformer un ami en ennemi, un homme en monstre. L'affaire se conclut par les peines les plus sévères pour les coupables. La justice, bien que tardive, avait été rendue. Le nom et l'honneur de l'entreprise de ma famille furent réhabilités. Tout semblait être revenu à son juste ordre. Après ce jour, je fis mon choix. Je ne choisis ni la vengeance, ni le pardon facile. Je choisis ma propre voie, une voie pour l'avenir de mon fils et pour ma paix intérieure. Je demandai le divorce. L'audience fut calme, sans querelle ni accusation. Alexandre, dans son état, ne put être présent. Il envoya une lettre que son avocat lut à haute voix. Il y acceptait toutes mes conditions, renonçant à tous les droits sur nos biens et sur la garde de notre fils. Il ne demandait qu'une chose, pouvoir voir Léo de temps en temps. J'acceptais. Je le fis non pas pour lui, mais pour mon fils. Je ne voulais pas que Léo grandisse avec un cœur plein de haine. Je voulais qu'il sache que son père avait commis des erreurs et en avait payé le prix, mais qu'il était toujours son père. Après le divorce, je ne chassais pas Alexandre. J'utilisais une partie de mes biens pour l'installer dans le meilleur centre de rééducation à long terme, où il pourrait recevoir des soins appropriés. Je le fis non pas par amour, mais par un sens de l'histoire partagée. L'histoire de 6 ans en tant que mari et femme, le devoir d'un être humain envers un autre dans son moment le plus bas. C'était la dernière chose que je pouvais faire pour lui et pour ma conscience. Éléonore, après que tout fut révélé, eut un effondrement complet. Elle vécut comme une recluse dans une vieille propriété familiale, incapable de faire face à quiconque. Je lui faisais encore envoyer de la nourriture et des médicaments de temps en temps. Non pas parce que je lui avais pardonné, mais parce que je savais que vivre avec sa culpabilité et sa solitude pour le reste de sa vie était la condamnation la plus lourde de toutes. Le temps passa. 5 ans passèrent. L'entreprise, sous ma direction et celle de Georges, prospéra, devenant un leader dans le secteur. Mais pour moi, le plus grand succès n'était pas les chiffres sur un bilan, mais le sourire sur le visage de mon fils. Léo était maintenant en CM2, un garçon sain, intelligent et compatissant. Il savait tout ce qui s'était passé. Je ne lui ai jamais rien caché, mais il ne nourrissait aucun ressentiment. Cela ne fit que le pousser à m'aimer et à m'apprécier davantage. Occasionnellement, le week-end, je l'emmenais voir Alexandre. Il pouvait maintenant s'asseoir dans un fauteuil roulant et parler avec des phrases courtes. Une partie de sa mémoire était revenue, mais les souvenirs de ses crimes semblaient avoir été effacés. Il se souvenait seulement d'avoir eu une femme nommée Sophie et un fils nommé Léo.
Chaque fois qu'il voyait son fils, il souriait, un sourire simple, enfantin. Être que c'était aussi une forme de libération pour lui. Un bel après-midi, Léo et moi nous promenions dans le parc. Le soleil doré baignait la pelouse verte. « Maman, demanda soudain Léo, es-tu heureuse ?» Je m'arrêtai un moment, surprise par sa question. Je regardai mon fils, son sourire lumineux et clair, puis vers le vaste ciel bleu. Je souris, un sourire vraiment serein. Oui, mon amour, maman est très heureuse. Autrefois, je pensais que ma vie était une longue nuit sombre, sans issue. Autrefois, j'étais enfermée dans une cave de désespoir, enchaînée par la trahison et la cruauté. Mais c'est dans cette obscurité même que j'ai trouvé la lumière, l'amour d'un père, la compassion et la force cachée en moi. La porte de la cave s'était ouverte, libérant non seulement mon corps, mais aussi mon âme. Mon aube n'est pas arrivée du jour au lendemain. Ce fut un long voyage à travers les ombres et les tempêtes. Et maintenant, debout sous la chaude lumière du soleil, je réalise que le bonheur n'est pas l'absence de douleur, mais la manière dont nous y faisons face et la surmontons. Ma nouvelle vie, la nouvelle vie de mon fils, venait de commencer. Une vie sans plus de haine, seulement de l'amour, du pardon et un ciel clair devant nous.